personnellement, je suis vraiment très très heureux de recevoir André Juillard, que je considère, voilà, il va pas m'entendre, comme un des plus grands auteurs français. Voilà. Voilà, c'est pour moi c'est un grand plaisir. Pour la petite histoire, André, bon, alors c'est vrai qu'il a une production très éclectique, passant de l'historique à des choses plus, je dirais, plus modernes, et donc voilà, ça fait partie de nos grands auteurs qu'on apprécie tous en fait. Pour la petite histoire, donc André Juillard a été mon président. Puisqu'en fait, nous étions ensemble dans la commission bande dessinée du CNL il y a quelques années. Vous savez que le CNL, le Centre national des lettres, est l'organisme un petit peu qui aide les auteurs, les éditeurs, même les bibliothèques, qui les subventionne pour un petit peu produire, en tout cas pour les auteurs, les aider à créer. Et donc j'étais effectivement dans cette commission dessinée et ça m'a permis vraiment d'apprécier André qui est toujours d'un calme olympien, qui était notre roi Salomon. Et c'est vrai qu'il y avait des personnalités un petit peu, je dirais, certaines personnes qui étaient un peu plus virulentes. Et André était toujours là pour assagir et pour un petit peu voilà, distribuer je dirais, cet argent public et en fait qui était toujours en fait distribué à bon escient. Voilà. Dans ces commissions en fait j'ai pu effectivement apprécier le fait que chaque cas a été étudié d'une manière très très précise et ça a été pour moi une expérience très très intéressante. Voilà. Et vous savez que nous sommes tous un petit peu dans cette chaîne du livre. Nous avons besoin les uns des autres, que vous soyez bibliothécaires, et auteurs avec les libraires, même les bibliothécaires. Enfin, on est tous unis et imbriqués. Et c'est ce qui fait un petit peu, en tout cas, cette spécificité française, où le livre est vraiment considéré à sa juste valeur. Et c'est, en tout cas pour moi, quelque chose d'extraordinaire que le livre, et d'ailleurs c'est apprécié du monde entier, grâce aussi à cette loi sur le prix unique du livre, que nous défendons tous, en fait. Et en fait, certains pays essayent aussi, je pense à la Suisse dernièrement, d'avoir cette loi. C'est pas si simple, mais bon, voilà. C'est grâce à cela que, en tout cas en France, on arrive à avoir un tissu de librairie et de bibliothèque très important. Voilà. Bon, bah, je vais laisser la parole à André. Voilà. Je me laisse, bonjour à tous et à toutes, surtout. L'élément masculin un peu minoritaire dans l'histoire. Je veux dire que j'apprécie toujours le contact avec les bibliothécaires parce que j'ai beaucoup pratiqué les bibliothèques et discothèques publiques. Avant d'avoir un ordinateur, c'est-à-dire il y a assez peu de temps, je peux dire que je faisais souvent mes recherches de documentation dans les bibliothèques. Et d'ailleurs, en passant, je remarquais souvent que des rayons bande dessinée très échelonnés. Enfin, voilà. Beaucoup de monde, beaucoup d'albums, enfin voilà. Donc alors, je ne sais pas exactement ce que vous attendez de moi, si vous voulez que je vous raconte ma vie, mon œuvre, ou alors je vous raconte la façon dont on peut créer une bande dessinée. J'aimerais autant pas faire un discours parce que c'est vraiment pas ma spécialité. Je préférerais un échange, des questions. C'est à vous de... Bah, peut-être déjà... de voir si vous avez des questions en particulier. Déjà savoir comment tu es venu à faire de la bande dessinée, à devenir
Un auteur de bande dessinée, c'est déjà ça, qu'est-ce qui a fait que tu deviennes dessinateur? Oui, que je devienne... Alors ça, je ne sais pas exactement comment ça se passe pour tous les gens comme moi qui choisissent une carrière artistique. Je peux dire que c'est une vocation précoce. Mais encore une fois, je ne sais pas pourquoi j'ai été particulièrement, plus que mes petits camarades, sensible à l'art grec. Donc on étudiait, enfin on l'étudiait pas, mais il illustrait les livres d'histoire de la classe de 6e. Et je me souviens, j'étais réellement fasciné par ces statues, les statues grecques particulièrement, également par tout ce qui concernait l'Égypte. Et je me suis mis rapidement à essayer de reproduire ces illustrations, ces photos. Donc d'entrée, il y avait un intérêt pour le dessin et également pour l'histoire, parce que c'était vraiment... ces illustrations figuraient dans les manuels d'histoire. Et l'intérêt pour les deux n'a jamais quitté. Et c'est cette première influence, donc ce qu'on peut vraiment appeler pour le coup l'académisme, puisque c'est aussi la base des études de beaucoup d'artistes tout au long de l'histoire de l'art. Donc c'est dessiner des plâtres, des reproductions d'antiquité, de statues grecques, romaines, essentiellement. Et j'ai redécouvert ça un petit peu dans mon coin sans faire exprès, et c'est certainement ce qui m'a conduit plus tard à dessiner d'une façon réaliste. Et même académique, on peut dire. C'est-à-dire en essayant de retrouver tous les canons classiques du dessin. Et parallèlement, je lisais la bande dessinée quand j'avais 9-10 ans. Mais à aucun moment, ça me passionnait, hein, à aucun moment j'avais imaginé le métier qui existait derrière, le créateur de ces bandes dessinées. Donc j'étais comme un enfant, quoi, à lire, à me plonger, à rêver de toutes ces histoires qui paraissaient dans les journaux Tintin et Spirou essentiellement. Le métier de dessinateur de bande dessinée, je l'ai découvert en redécouvrant la bande dessinée que j'avais un peu perdu de vue, disons, pendant mon adolescence, pour lire plutôt ce qu'on devait lire dans nos études de lycéens. Et j'ai redécouvert cette bande dessinée, j'ai repris du goût à la lire avec le journal Pilote, celui de la fin des années 60, début des années 70. J'avais des cousines qui lisaient Pilote, je n'avais pas vraiment entendu parler, et j'ai trouvé là une bande dessinée qui était différente de celle de mon enfance, et qui m'a passionné. Alors, il y avait Jean Giraud, il y avait Philippe Drouillet, Jean-Claude Mézières, etc. Et bien d'autres. Si je commence à faire la liste, je vais en oublier. Et à l'époque, j'étais entré aux Arts Déco, avec dans l'idée plutôt d'être illustrateur, c'est-à-dire illustrateur de bibliophilie, parce que mon père était bibliophile, il avait de très, très beaux livres dans sa bibliothèque, et mon rêve en fait c'était de faire d'illustrer des livres qui soient dignes d'entrer dans cette bibliothèque aux côtés des autres. Et il se trouve que
C'est un domaine qui avait pratiquement disparu. Et donc, je ne savais plus trop quoi faire avec cette passion du dessin. Parce qu'il n'a jamais été question que je sois peintre. J'ai jamais peint de ma vie. Je n'ai jamais pris un pinceau et essayé de faire une peinture sur toile, sur papier. Ça n'a jamais été mon obsession, c'était le trait. En fait, le dessin et surtout le trait, acquérir un trait, un beau trait, une espèce d'obsession. Et en redécouvrant la bande dessinée, j'ai trouvé exactement la filière, l'objet de ce que je voulais faire, en fait, et que je n'avais pas imaginé quand j'étais môme. La plupart de mes collègues ont fait de la bande dessinée dès qu'ils ont découvert ça. Ils ont voulu, je me souviens, Mézières m'avait montré les Lucky Luke qu'il faisait quand il était môme. Il y a je sais pas, Régis Loisel par exemple, lui faisait du Walt Disney, passionné, toujours passionné d'ailleurs, Walt Disney. Moi je suis entré en fait dans la bande dessinée sans savoir vraiment ce que c'était, c'est-à-dire raconter une histoire en images. Et j'ai eu la chance à cette époque de rencontrer Jean-Claude Mézières qui avait un cours de bande dessinée à l'université de Vincennes, l'université libre de Vincennes. Alors c'était un joyeux Capharnaüm, mais il y avait ses cours. Et c'était des cours très très informels, mais lui il a su vraiment m'expliquer que la bande dessinée c'est pas de l'illustration, c'est pas une suite de jolies images, tant est qu'on arrive à faire une suite de jolies images, mais c'est une suite d'images qui raconte une histoire. Et ça m'a fait gagner beaucoup de temps. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à faire de la bande dessinée. Mais ce que je voulais dire, c'est que ça n'a pas été... J'avais acquis par moi-même et ensuite aux Arts Déco une bonne technique, disons, de dessin, mais ça n'était pas suffisant pour faire une bonne bande dessinée. Il fallait aussi que j'apprenne tous les codes, que je me replonge là-dedans. Je suis d'ailleurs devenu collectionneur de bande dessinée parce que je voulais tout savoir de ce métier qui s'offrait à moi, et en particulier son histoire m'intéressait beaucoup. Et donc je recherchais des albums qu'on ne trouvait plus, qui n'avaient pas été réédités et qui avaient en plus le parfum de mon enfance, un petit peu, donc c'était un double plaisir. Et tout ce que je retrouvais, il semble que ça m'imprégnait aussi pour trouver mon style. Donc j'avais, je peux dire, deux influences prépondérantes. C'était bien sûr la bande dessinée que je lisais quand j'étais enfant, donc ce qu'on appelait les Leclerc, Hergé, Jacobs, Jacques Martin par exemple. Et par ailleurs la bande dessinée que je qualifierais de moderne, enfin contemporaine de l'époque où je me suis lancé dans ce métier, et qui était illustré pour moi par Jean Giraud, essentiellement. Jean Giraud et Moebius, qui frappaient déjà dans des revues de science-fiction, mais qu'on connaissait quand même quand on se passionnait pour ce milieu. Donc mon style est un peu à la fois le rejet de la pure ligne claire et du dessin très travaillé de Jean Giraud, et aussi un apport des deux. C'est-à-dire un dessin moins je dirais réaliste que celui de Jean Giraud, et un peu plus que celui de Jacobs, en gros. Je vais me poser un
plus. Merci de prendre, André. Je pense qu'il peut s'asseoir. On te voit. Hein. Ouais, ouais. Pardon? Oui, oui, on te voit. Ouais, t'es devant. Vous n'avez pas une petite question pour me faire? Attends. Non, bon, en fait, comment tu es venu, en fait, puisque, en fait, ta première, enfin, je dirais ta première grande série, avant les 7 villes de l'Épervier, en fait, c'était Masque Rouge. Comment tu es venu à faire, en fait, de l'historique, puisque est-ce que c'est parce que c'était lié au fait que tu voulais illustrer des livres et qu'en fait c'est un petit peu proche, je dirais? Est-ce que c'est ça ou c'est l'opportunité de la rencontre avec Cotias? Puisque c'est un peu comme ça qu'on t'a tous connu, c'est à travers cette série au départ. Enfin, en tout cas en ce qui me concerne. Il y a dans Pif, puisque j'étais moi un lecteur de Pif même sur le tard. Moi non plus. Moi non plus. Moi j'étais lecteur. Ah oui? Ah ouais, moi j'étais lecteur de Pif. Moi pas trop, non. Ouais, Mickey et Pif. Donc, voilà. Non, en fait, peut-être je peux raconter comment j'ai mis un pied dans ce métier professionnellement. Parce que ça peut éventuellement intéresser nos enfants ou quelqu'un que vous connaissez. À l'époque, il existait un certain nombre de revues, donc il y avait Tintin, Pilote, Spirou, et puis il y en avait beaucoup d'autres qui étaient édités. Alors il y avait Vaillant, qui était édité par la presse communiste. Qui était un peu l'ancêtre de Pif en fait. Oui, c'est ça. Non, à l'époque d'ailleurs ça s'appelait déjà Pif, Pif Gadget. Énorme succès, 500 000 exemplaires. Voilà. Pifise. Et puis il y avait dans les maisons catholiques, comme Bayard ou les éditions de Fleurus, beaucoup de revues pour enfants, qui n'étaient pas très connues en fait par le grand public, mais enfin qui avaient quand même une très bonne diffusion. Et diffusion pour les églises. Milieu catho, c'est quand même assez important en France encore, en tout cas à l'époque. Et j'étais un petit peu jugé, j'avais fait ma candidature à 2-3 revues prestigieuses, Tintin, Pilote, etc. On m'avait dit ouais c'est pas mal, mais c'est prometteur, ce qui était déjà encourageant, mais c'est pas tout à fait encore au niveau, donc et j'avais essayé de me vendre dans toutes ces revues qui existaient, notamment aux éditions de Fleurus. En fait, c'est la première à laquelle j'ai fait candidature et on m'a pris tout de suite. Pour eux, c'était suffisant, mon niveau. Et en fait, j'ai pu travailler pendant 5-6 ans comme ça dans les différentes revues. Alors, il y en avait qui s'adressaient aux adolescents, aux adolescentes aussi, et puis à tous les âges. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Fripounet Marisette, il y avait Perlin Papin, et puis pour les grands, c'était je me souviens plus, Jean et Formule 1. Voilà. Qui étaient les lointains successeurs de Cœur Vaillant et Âme Vaillante, qui avaient publié Hergé avant-guerre, je crois. Et en fait, j'ai eu, après coup, je me suis dit, j'ai eu la chance de ne pas être accepté à Tintin, parce que j'ai pu vraiment apprendre mon métier sur le tas dans ces revues où je faisais tout, de l'illustration, la bande dessinée, la publicité éventuellement. Je passais un petit peu comme le journaliste débutant qui fait ce qu'on appelle les chiens écrasés
dans les magazines ou les quotidiens. Et on connaît assez mal ces revues, parce que Tintin a disparu, il reste plus que Spirou, je crois. Pilote, Pif, tout ça, toutes ces revues ont disparu. Mais il reste toujours ces revues aux éditions Fleurus, et également aux éditions Bayard, il y en a toute une flopée, où un jeune auteur peut éventuellement trouver un peu de travail.